Aujourd'hui, tout d'abord, dans notre contexte, je vous adresse à tous mes salutations, empreintes de souhaits de bon augure. Là, ça fait pratiquement 2 ans que les derniers enseignements sur les origines du mantra secret ont eu lieu. Donc, ces enseignements d'été, intitulés Marngok, portent sur l'origine des mantras secrets. Que l'on parle de l'origine des mantras secrets, donc même si dans le titre du cycle d'enseignement on parle de l'origine des mantras secrets, en fait ce cycle d'enseignement couvre tout l'origine du bouddhisme. Nous, d'une façon générale, c'est important pour nous de connaître toute l'histoire du bouddhisme. Pourquoi? Parce que nous sommes des personnes qui suivons les enseignements du Bouddha. Nous acceptons le fait que nous sommes bouddhistes, que nous suivons les enseignements du Bouddha. Et par conséquent, dans ce contexte-là, il est important que nous connaissions l'origine des enseignements du Bouddha. Donc il y a un dicton tibétain, un ancien dicton qui dit « Si une personne qui ne connaît pas sa lignée est comme un singe dans la forêt, quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de sa famille est comme un faux dragon de turquoise, ou quelqu'un qui ne connaît pas les grands actes de ses ancêtres est comme un orphelin. Donc nous, c'est en tant que inscrits dans la lignée des enseignements du Bouddha, si nous ne connaissons pas donc l'origine des enseignements du Bouddha, les grands accomplissements du Bouddha Shakyamuni lui-même, donc il est difficile pour nous de comprendre ne serait-ce ce qu'était le Bouddha. Et aussi sans connaître comment les enseignements ont été compilés, il est difficile pour nous de comprendre comment les enseignements du Bouddha se sont développés. De la même façon, si nous ne savons rien sur les 18 écoles philosophiques du Bouddha, bouddhistes, et comment les enseignements dits du grand véhicule se sont développés, donc c'est très difficile de faire la distinction entre ce que sont les enseignements du grand véhicule et ceux du véhicule fondamental. Et aussi, sans connaître les origines des enseignements du grand véhicule ainsi que du véhicule fondamental, il est difficile de savoir comment le Vajrayana, en fait, fait partie des enseignements du Bouddha et quelles sont les caractéristiques qui font la spécificité du véhicule des mantras secrets. Et c'est la raison pour laquelle, notamment dans le tantra de l'union du soleil et de la lune, donc dans ce tantra, il y a, pour citer ce tantra, si l'histoire ou le contexte n'est pas expliqué, il y a le défaut de ne pas avoir confiance dans ces enseignements ultimes du grand secret. Et ça, en partie, et par conséquent, donc, s'il nous manque tout le contexte, toute l'histoire, il y a vraiment ce danger pour nous de ne pas avoir la confiance nécessaire pour aborder les enseignements profonds du véhicule des mantras secrets. Et pour pallier donc à ce défaut, donc,
nous mettons en œuvre ce cycle d'enseignement. Et en particulier, ce danger à notre époque est important parce que nous sommes dans l'ère de l'information, où on peut facilement accéder à toute forme d'information de façon facile, rapide, et par conséquent, donc on est un peu dans une situation où on est bombardé d'informations sur euh, euh, les différents aspects extérieurs, intérieurs, secrets. Et dans ce contexte-là, donc, il devient, par la force des choses, nécessaire de, d'expliquer cet aspect historique. Et non seulement il est important de s'appuyer sur les explications données dans la tradition de la lignée de transmission, mais il est crucial aussi de comprendre les approches modernes telles que développées par les chercheurs historiques et aussi d'être sensible à leur façon d'investiguer, de faire ces différentes recherches. Autrement, donc, si on n'a pas cette approche, il y a le risque d'être un peu, comment on dit, arriéré ou étroit d'esprit. Et, et de nos jours, dans la société tibétaine, il y a un nombre grandissant de gens qui sont euh, donc très favorables aux nouvelles idéologies, aux nouvelles pensées. D'un certain aspect, c'est une bonne chose. C'est un signe qu'il y a une aspiration à aller dans la direction du progrès. Euh, Néanmoins, euh, beaucoup de ces personnes qui sont euh, attirées par donc, ces nouvelles idéologies ou de nouvelles façons de penser, euh, beaucoup de ces personnes euh, euh, sont un peu comme enfermés dans un carcan et peu d'entre eux euh, s'engagent dans des recherches ou des discussions sans partialité. Euh, C'est-à-dire donc des discussions qui sont basées sur euh, des, euh, des argumentations, sur des preuves, etc., sur une façon méticuleuse de procéder tel qu'on le fait, tel que le font les chercheurs de nos jours. Et donc, de mon point de vue, il y a peu de gens qui sont enclins à faire cet effort d'avoir à la fois de se soucier de la préservation des enseignements sacrés traditionnels et également d'avoir cette approche méticuleuse, rigoureuse que nous offre la science moderne, les recherches de nos jours. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Par exemple, concernant donc l'ethnie tibétaine, la culture euh, tibétaine, nous faisons face à différentes pressions, à la fois internes et externes. Et, euh, et il y a ce besoin pour nous de savoir apprécier l'inestimable valeur de la tradition de notre culture, de notre langue, et savoir la préserver d'une façon unique. Et par conséquent,
voilà, je pense que c'est fondamental que nous soyons capables d'être intéressés par cet héritage, d'apprécier cet héritage et être intéressés par étudier, approfondir tout ça, pour préserver tout ça. Alors, ce cycle d'enseignement des dharmas d'été ont été interrompus presque 2 ans, donc je pense qu'avant de rentrer en plein dans le sujet, il est bien de faire un rappel. Alors, pour commencer, ces enseignements d'été sur l'origine des mantras secrets a commencé en l'été 2021. Et à cette époque, nous avons abordé le contexte historique de l'Inde antique. Donc comment, à cette époque, euh, à l'époque où le Bouddha Shakyamuni est venu, euh, donc, comment était la société en Inde, sa philosophie, les Védas, les traditions brahmaniques, etc. Donc on avait abordé hein, ce contexte et puis ensuite on a aussi abordé comment, donc, dans ce contexte, le Bouddha Shakyamuni est venu. Nous avons abordé sa naissance, son éveil, le fait qu'il ait exposé les enseignements, ainsi que l'épisode de son passage en Parinirvana. Ensuite, l'année suivante, l'été suivant, l'été 2022, nous avons parlé de la situation après le parinirvana du Bouddha. Nous avons introduit notamment les sujets sur comment la Sangha, la communauté monastique, s'est établie, comment les règles de discipline se sont mises en place, les monastères se sont développés. Et on a aussi abordé ce qu'on appelle le premier conseil dans le bouddhisme. Le premier conseil qui a rassemblé les principaux moines après le parinirvana du Bouddha. Euh, donc ce premier conseil donc inclut l'histoire où Mahakasyapa avait rassemblé 500 arhats pour justement constituer ce premier conseil. Et à ce propos, on a évoqué différentes anecdotes, notamment les interactions spécifiques qu'il y avait entre Mahakasyapa et Ananda. Et à ce sujet, j'ai eu un retour très positif. Beaucoup de gens m'ont dit avoir été très profondément impressionnés par cet aspect des enseignements. Et puis ensuite, donc, ça va faire pratiquement 2 ans où on n'a pas pu poursuivre ce cycle d'enseignement. Notamment parce que l'année dernière, 2023, il n'y a pas eu ces enseignements d'été. Et donc, comme nous reprenons cette année, il y a donc un intervalle de pratiquement 2 ans entre le cycle précédent et le cycle que nous abordons aujourd'hui. Et donc, je pense que pour avoir une vue d'ensemble, je vais vous présenter un plan. Alors, dans les grandes lignes, il y a 3 points. Premier point, c'est le bouddhisme primordial, le bouddhisme originel. Donc, dans ce premier point, il y a 7 sous-points. Le premier des sous-points, donc comment la Sangha s'est créée, les règles de discipline, l'établissement de monastère, ça, on l'a abordé. Le deuxième point, également, on l'a abordé. Ensuite, le troisième point porte sur les enseignements tels qu'ils étaient à l'époque du bouddhisme originel. Donc là, il y a différents sous-points.
que j'ai donc développé ici, donc sans entrer dans les détails. Ensuite, le quatrième point, c'est ce qui se passe après, comment est le bouddhisme après le parinirvana du Bouddha. Le cinquième point porte sur le deuxième conseil, et ensuite comment vient à l'apparition des différentes écoles. Euh, euh, le sixième point sur le bouddhisme à l'époque du roi Ashoka, ainsi que le troisième conseil. Et le septième point porte sur la détermination ou la datation du parinirvana du Bouddha. Ensuite, les deux autres points principaux, le deuxième étant la période de ce qu'on appelle le bouddhisme Nikaya, ou la période des écoles bouddhistes, et la troisième, c'est le développement du grand véhicule, le Mahayana. Alors, le premier des trois points a été développé parce on est encore à l'intérieur de ce point. Alors aujourd'hui, donc dans ce premier point, on va à le troisième des 7 points. Donc le premier et deuxième, on les avait déjà abordés. Et donc, tout d'abord, on parle de bouddhisme originel. Donc c'est un terme technique qui nécessite un éclaircissement. Alors, lorsque le Bouddha Shakyamuni commence à enseigner, à développer ses enseignements, donc à partir du moment où le Bouddha enseigne et par la suite jusqu'à nos jours, lorsque le bouddhisme se développe, on distingue différentes époques, différentes étapes. Et pour distinguer ces différentes étapes, on utilise notamment le terme du bouddhisme primitif ou bouddhisme originel. Et donc, que signifie donc ce terme bouddhisme originel ou bouddhisme primitif? Donc, nous, on va dire bouddhisme originel. Donc c'est un terme qu'on utilise beaucoup, qu'on retrouve souvent. À quoi il réfère? Donc, on va développer ce point. Et pour ça, on va s'appuyer sur les travaux du chercheur japonais Misuno Kogen. Alors, donc, ce qu'on appelle la période du bouddhisme originel, elle fait référence à la période où le bouddhisme commence à se développer en Inde, c'est-à-dire lorsque le Bouddha Shakyamuni commence à enseigner. Donc, tout d'abord, lorsqu'on regarde la période où le bouddhisme se développe en Inde, à partir du moment où le Bouddha commence à enseigner. Donc, si on regarde sur toute cette période où le bouddhisme se développe en Inde, on distingue déjà différentes époques. Donc, ce chercheur japonais distingue différentes époques. Et ces différentes époques, elles sont distinguées par donc des faits marquants sur l'évolution du bouddhisme. Et donc c'est la raison pour laquelle on distingue ces différentes périodes. Et la première de ces périodes, c'est ce qu'on appelle le bouddhisme originel. La deuxième période, c'est la période des écoles bouddhistes.
Donc cette deuxième période, elle est caractérisée par le fait où on voit l'apparition de différentes écoles bouddhistes, et notamment donc, les fameuses 18 écoles philosophiques. Et puis ensuite, il distingue la première période où le Mahayana, le grand véhicule, se développe. Donc cette première période où le grand véhicule se développe, elle se caractérise par le fait que coexistent à la fois le véhicule fondamental et le grand véhicule. Au départ, lorsque les enseignements du grand véhicule se développent, ils se développent en coexistence avec le véhicule fondamental. Ensuite, la période tardive du développement du Mahayana, donc cette terminologie, la période secondaire ou tardive du développement du Mahayana, elle se caractérise, elle, par le fait que dans le Mahayana même se développent différentes vues philosophiques. On parle par exemple de l'école de l'esprit seul, les Cinématras, l'école de la voie du milieu, Madhyamika, etc. Et aussi, donc, cette période tardive du développement du Mahayana, on l'associe également à la période où les enseignements du véhicule du mantra secret se développent. Donc, ainsi, donc cette période qu'on appelle la période tardive ou la deuxième période du développement du grand véhicule, elle a cette particularité où elle est marquée par le fait que le Vajrayana se développe. Et ainsi, on distingue ces différentes périodes, bouddhisme originel, bouddhisme des écoles, la période primaire où le Mahayana se développe, la période secondaire où le Mahayana se développe, et chacune de ces époques, elles sont des caractéristiques particulières. C'est pour ça qu'on fait cette distinction. Et donc, comme nous, on aborde ici en particulier donc, la première de ces époques, celle qu'on appelle bouddhisme originel. Alors, à quoi elle correspond? Alors, lorsqu'on parle de bouddhisme originel, on doit comprendre la période qui commence par notre enseignement, le Bouddha Shakyamuni fonde le bouddhisme, ou expose les enseignements, expose le dharma. Et donc elle commence à partir de là, à partir du moment où le Bouddha Shakyamuni, pour dire ça un peu de façon imagée, fonde le bouddhisme, et elle s'étend jusqu'à 100 à 200 ans après le parinirvana du Bouddha. Ou alors, autre façon de le dire, c'est donc cette période du bouddhisme originel s'étend jusqu'au moment où on observe les premiers signes de division en écoles différentes du bouddhisme. Et donc cette période où on commence à observer une division dans l'école bouddhiste, donc on parle d'une période qui s'étend de 200 à 300 ans. Aussi, donc cette période de bouddhisme originel, en particulier, elle est utilisée pour faire référence à l'époque partant du Bouddha et s'étendant jusqu'à l'ère du roi Ashoka. Et c'est la raison pour laquelle on s'intéresse à quand, en fait, est né le Bouddha à Ashoka. À partir de quand cette ère du roi Ashoka a commencé. Alors, si on se base sur des récits oraux provenant du Sri Lanka, le roi Ashoka est né plus de 200 ans après le parinirvana du Bouddha. Et donc, d'après ces récits provenant du Sri Lanka, on en déduit que la période du bouddhisme originel a duré plus de 250 ans.
Cependant, si on se réfère aux traditions bouddhistes du Nord, notamment les traditions qui se sont développées jusqu'en Chine et où on a pu avoir donc des textes anciens traduits en chinois. Et par rapport à ces récits-là, on, on détermine la date de naissance du roi Ashoka à une centaine d'années après le parinirvana du Bouddha. Et donc, dans ce cas-là, cela réduit l'ère du bouddhisme originel à un peu plus de 150 ans, c'est-à-dire une centaine d'années de moins que par rapport aux récits provenant du Sri Lanka. Ceci dit, puisque là, ce à quoi on s'intéresse, ce sont les caractéristiques de cette époque du bouddhisme originel, donc on ne va pas passer trop de temps à savoir combien de temps elle a duré et voir les arguments des uns et des autres. Ceci dit, si l'opportunité de discuter sur la date du parinirvana du Bouddha se présente, si nous avons l'opportunité de discuter de ce fait historique, eh bien, à ce moment-là, nous pourrons approfondir ce sujet. À la fois parler dans cette discussion de la date du parinirvana du Bouddha, de le relier par rapport à la date de naissance du Bouddha Ashoka, et ainsi, d'un côté historique, rechercher plus précisément ou discuter sur la durée de cette période du bouddhisme originel. En résumé, la période entre le moment où le Bouddha enseigne, Bouddha Shakyamuni enseigne, jusqu'à la période qui précède la division des premières écoles bouddhistes, eh bien cette période-là est généralement considérée comme étant l'époque appelée bouddhisme originel. Et donc, puisque dans cette période-là, le fait qu'il n'y a pas qu'il y a une harmonie, puisqu'il n'y a pas on ne distingue pas d'écoles différentes du bouddhisme, on parle donc de cette époque d'unité comme étant le bouddhisme originel. Ensuite, dans les cercles académiques, cette période du bouddhisme originel, on fait une division, c'est-à-dire ça reste encore une époque assez, on va dire, globale. Dans cette époque du bouddhisme originel, on distingue deux sous-époques, deux autres époques. La première est celle du bouddhisme à l'époque du Bouddha Shakyamuni et de ses disciples directs. Donc dans les cercles académiques, on va appeler à proprement dit le bouddhisme originel ou primitif, c'est l'époque qui couvre le vivant du Bouddha Shakyamuni et de ses disciples directs. Ensuite, l'époque qui suit, on l'appelle le bouddhisme primitif au sens restreint. Ainsi, si on parle du bouddhisme originel au sens large, donc c'est toute l'époque à partir du Bouddha Shakyamuni jusqu'à avant l'apparition de la division de différentes écoles de bouddhisme. Donc ça, c'est l'époque du bouddhisme originel au sens large. Dans le sens large, on distingue à proprement parler
du bouddhisme originel, qui est l'époque du Bouddha Shakyamuni et de ses disciples directs, et le bouddhisme originel au sens restreint, qui porte donc sur la période, la deuxième partie du bouddhisme originel au sens large. Alors, on peut dire que le bouddhisme authentique, c'est le bouddhisme tel que a enseigné le Bouddha Shakyamuni lui-même. Et puis incluant ses disciples directs. Et c'est donc pour laquelle a strictement parlé, on parle du bouddhisme originel au sens pur, comme étant l'époque du Bouddha Shakyamuni et de ses disciples directs. Car là, en fait, c'est la base ou la fondation de tous les enseignements du Bouddha. Donc c'est la base, donc c'est pourquoi on appelle le bouddhisme originel. Ensuite, ce qui se passe, c'est que ensuite, avec les circonstances historiques, le contexte social, etc., il y a des changements, on observe des changements, des évolutions, et notamment l'apparition par la suite, de l'époque appelée l'époque des écoles du bouddhisme, qui marque le fait, donc cette deuxième époque, elle est caractérisée par le fait qu'apparaissent différentes écoles philosophiques du bouddhisme. Et ainsi, si on compare ces deux époques, la première époque qui est l'époque du bouddhisme originel et la deuxième époque qui est l'époque des écoles du bouddhisme, eh bien déjà, dans ces deux époques, il y a clairement des changements. Et aussi, donc très probablement, avant même l'apparition de ces différentes écoles philosophiques, à partir du moment où le bouddhisme se développe après les principaux disciples du Bouddha, très probablement il y a déjà des changements liés au contexte social, historique, etc. C'est la raison pour laquelle on parle donc de cette deuxième partie du bouddhisme originel comme étant le bouddhisme originel au sens strict. Parce que, donc même si cette deuxième période s'inscrit dans le bouddhisme originel, donc probablement il y a déjà une évolution qui se met en œuvre avant petit à petit l'apparition des premières différentes écoles philosophiques. Et donc dans ce contexte-là, les cercles académiques font ces distinctions entre le bouddhisme originel au sens large, qui inclut les deux sous-époques, et le bouddhisme originel au sens strict ou restreint, pour ne parler que de la fin du bouddhisme originel. Et bien sûr, donc, dans ces cercles académiques, si on fait cette distinction scientifiquement, c'est parce que c'est basé sur des faits historiques. Il y a des observations historiques qui font que ces différents historiens ou chercheurs font cette distinction. Ceci dit, si on veut vraiment rentrer même s'il paraît légitime par le bon sens de faire cette distinction entre l'époque où le Bouddha et ses principaux disciples étaient vivants et l'époque d'après, dans le bouddhisme originel, dans les faits, par rapport aux écritures, il s'avère particulièrement délicat d'arriver à faire la différence entre ces époques.
Notamment si on doit faire cette distinction par rapport aux sources écrites. C'est c'est extrêmement, voire donc c'est vraiment une tâche extrêmement délicate, hein, des plus difficiles, simplement parce que la plupart des écritures qui ont été préservées jusqu'à nos jours, en fait, viennent avec l'avènement de l'ère du bouddhisme, des écoles du bouddhisme, donc l'époque qui suit le bouddhisme originel. Donc les écritures les plus anciennes que l'on a dans le bouddhisme viennent principalement de la deuxième époque. Et par conséquent, par rapport aux sources des écritures, comment arriver à faire la distinction entre ces deux sous-époques du bouddhisme originel? Et à ce propos, donc il y a des écrits par le docteur Hakujo Ui, euh, notamment dans une de ses œuvres intitulée Étude de la philosophie indienne. C'est une œuvre de recherche qui a été publiée en 1926. Aussi, donc qui fait référence au bouddhisme originel. On va dire. Donc là, également, dans ses travaux, donc on retrouve ce terme de bouddhisme originel. Donc ensuite, dans le détail, c'est un peu technique, mais globalement, en fait, ce terme de bouddhisme originel, on le retrouve dans les travaux de recherche de ces différents chercheurs. Donc voilà pour l'introduction sur le bouddhisme originel. Donc là, on va maintenant parler donc des enseignements qui caractérisent cette époque du bouddhisme originel. Alors, la dernière fois, donc lors de l'été 2022, lors des dharmas d'été de 2022, on a parlé du parinirvana du Bouddha et comment, à cette époque, Mahakasyapa, qui réalisait à ce moment-là que si il n'y avait pas plus d'attention ou de vigilance prêtée aux enseignements qu'avait enseigné le Bouddha, et qu'on laissait simplement les choses évoluer naturellement, les enseignements allaient se perdre. Donc il avait cette vision, cette pensée, il en fait part à la Sangha, à la communauté monastique, qui soutient complètement son initiative. Et par la suite, Mahakasyapa, disciple direct du Bouddha, rassemble 500 arahats et ils voyagent à Rajagriha pour constituer ce qu'on appelle le premier conseil. Donc ce premier conseil a pour fonction de compiler les enseignements du Bouddha. Donc
Donc, on parle du premier conseil, mais également donc, dans certains écrits, ce premier conseil, il est appelé groupe de récitation, Sanjiti, c'est-à-dire Sanjiti, un groupe de récitation donc, qui récite les enseignements du Bouddha. Donc, bref, quelle que soit l'appellation, ce premier conseil, en fait, avait pour fonction de préserver les enseignements du Bouddha. Donc, on considère le premier conseil comme étant les premiers travaux de préservation des enseignements du Bouddha. Ceci dit, il y a des chercheurs qui n'acceptent pas le fait qu'il existait ce conseil. Donc, certains chercheurs disent non, il n'y a pas eu un tel premier conseil. Cependant, le fait est que ce premier conseil, en fait, figure dans les Écritures. Et elle figure dans les Écritures de différentes écoles philosophiques bouddhistes. Et par conséquent, par rapport aux Écritures qui viennent de différentes sources, différentes écoles philosophiques du bouddhisme, on peut raisonnablement penser que les enseignements du Bouddha, d'une façon ou d'une autre, ont été compilés. Alors, pour parler de ce premier conseil, ou à l'époque du premier conseil, les enseignements, donc on parle par exemple les corbeilles, vous savez, de nos jours on parle des trois corbeilles des enseignements du Bouddha, la corbeille des sutras, la corbeille du Vinaya et par la suite la corbeille de l'Abhidharma. Dans un premier temps, en fait, les enseignements qui sont compilés portent sur donc ce qu'on connaît de nos jours comme étant la corbeille des sutras et la corbeille du Vinaya. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore cette appellation de corbeille. Donc, on parlait des sections, du regroupement des dharma pour parler des enseignements, et puis donc les enseignements portant sur le vinaya, c'est-à-dire la conduite monastique ou l'éthique. La première compilation, elle est confiée à Ananda, l'attendant du Bouddha Shakyamuni lui-même, celui qui l'accompagnait partout. Alors que la compilation des textes sur les règles monastiques, sur la conduite éthique, elle a été récitée ou compilée par Upali, qui était réputé comme ayant une compréhension extrêmement profonde des règles de conduite monastique. Donc on parle de premier conseil ou du groupe de récitation, parce que donc avant que les enseignements du Bouddha soient mis par écrit, tout était transmis oralement, tout était mémorisé. Euh, donc la transmission se faisait par récitation. Et donc la compilation de ces récitations, les récitations sur les dharmas et les récitations sur le Vinaya, donnent par la suite donc c'est ce qu'on connaît de nos jours comme étant les deux corbeilles, la corbeille des sutras et la corbeille du Vinaya, ou la corbeille des enseignements du Dharma et la corbeille sur la conduite éthique, sur les règles monastiques, le Vinaya. Et comme on a évoqué, la troisième corbeille, celle de l'Abhidharma, en fait, elle a été constituée plus tard, a posteriori aux deux premières corbeilles. Alors, au départ, comme tout était récité, mémorisé,
Donc, il était important de constituer des textes qui soient facilement mémorisables. Donc, les grands enseignements, en fait, étaient synthétisés en en des textes plus courts qu'on appelle sutras. Donc, dans le terme sutra, en fait, il y a ça a le sens de quelque chose qui est résumé, qui est synthétisé. À l'origine, le mot sutra désigne un texte qui résume, qui synthétise. Donc de nos jours, lorsqu'on parle de sutra, ça ne veut pas forcément dire des textes très courts, mais au départ, les premiers sutras, en fait, étaient des textes concis, des textes synthétiques. Et donc, à l'origine, le mot sutra vient du fait qu'elle porte sur des textes ou voilà, ou des passages qui sont très courts, qui sont là pour synthétiser des enseignements plus développés, plus importants en volume. Et donc, non seulement il y avait ces textes synthétiques, mais il y a aussi le fait que euh, il y avait le fait de faire l'effort de mettre des passages sous forme de vers, ce qu'on appelle kata. Parce que lorsque tout est écrit tout ce qui est donc mis sous forme de vers est beaucoup plus facile à mémoriser. Et donc, pour des raisons de mémorisation, pour faciliter cela, les grands enseignements du Bouddha étaient synthétisés en des sutras et en des ganas qui sont des versets ou des quatrains, des poèmes sous forme de vers. Ceci dit, comme ces sutras et ces gathas sont des textes synthétiques, il était nécessaire de rajouter des explications ou des interprétations pour que l'on puisse se rappeler ou placer dans le contexte ces différents textes synthétiques, ces textes mnémotechniques. Et ce qui se passe donc, c'est que la transmission se fait avec donc, des sutras, des textes concentrés, des textes versifiés, les gathas, et en même temps que ces textes qui devaient être mémorisés, il y avait l'explication, c'est-à-dire les textes ou des récits qui racontent l'origine de tout ça, donc qui mettent tout en contexte. Donc, à la fois, donc, il y avait le travail de synthèse nécessaire à la mémorisation, et puis également donc la transmission des, euh, des récits qui expliquent le contexte. Et par la suite, ces petits textes ou ces petits versets, donc ces sutras et ces gathas, euh, se rassembler avec les uns aux autres, compilés avec certaines explications. Donc, on donnait à ce qu'on appelle des textes plus longs, des expositions du Dharma, et notamment donc, certains sutras que l'on connaît de nos jours, qui sont extrêmement longs, en fait, résultent de tout ce processus. Sutra, à l'origine, a le sens de corde. Parce que vous savez, une corde, c'est constitué de plein de fils qu'on rassemble en même temps pour former la corde. Et là, dans la même idée, le sutra, c'est un texte condensé qui rassemble des points de vue profonds et tout ça est rassemblé en quelques mots. Et
Ensuite, donc, comme on vient d'expliquer, la façon dont ces sutras, ces gathas sont transmis avec les récits mettant en contexte tout cela fait que on arrive à lorsque ces récits sont préservés par écrit, à des textes conséquents. Donc voici pour ce point. Donc ça, c'est... Passons à la corbeille du Vinaya, donc les préceptes monastiques, la conduite éthique. Donc au départ, il y a les préceptes, ce qu'on appelle les pratimoksha, les sutras, les sutras sur la libération individuelle, pratimoksha, libération individuelle. Donc vraiment, à l'origine, très tôt, il y a déjà c'est la compilation de ces pratimoksha, de ces préceptes. Pourquoi? Parce que dès l'origine, lorsque la sangha se forme, la communauté monastique se forme, donc il est important de savoir quelle conduite. Il faut avoir une conduite qui soit en harmonie avec les règles monastiques, avec la communauté monastique. Donc on doit comprendre à quoi il faut s'entraîner. Donc une fois qu'on a pris l'ordination, les vœux, donc si on ne sait pas comment s'entraîner, comment faire? Et c'est la raison pour laquelle, d'entrée de jeu, à partir du moment où les disciples s'engagent dans la voie monastique, ils doivent connaître tout ça, connaître les préceptes de libération individuelle. Et donc, dès le vivant du Bouddha, donc, tous ces préceptes ou tous ces préceptes de vœux de libération individuelle, ou les premiers sutras sur les vœux de libération individuelle, ainsi que leurs explications qu'on appelle Sutta Vibhanga, tout cela a dû être établi assez tôt. En particulier, donc il y a ce qu'on appelle les règles portant sur comment le moine doit se comporter, quelles sont ces tâches qu'il doit faire. Donc ces différentes règles ou ces motions, à l'époque on les appelait karma, comme le karma. Et donc ces différents karmas, donc, dans ce contexte qui signifie donc les règles ou les activités que doivent faire les moines, constitue un peu comme le cœur de la discipline monastique. On retrouve cela notamment dans la section sur les chapitres de discipline dans le Vinaya. Ainsi, par la suite, il y a donc ces règles de conduite, ces karmas, donc ont été compilés. Mais même donc si à mesure que la sangha ou la communauté monastique se développe, il y a cette compilation très tôt déjà en fait. Il y avait déjà donc, tous ces différentes règles, ces différents karmas
ces règles monastiques qui régissaient la Sangha. Et très probablement, donc ce qu'on appelle donc ces préceptes de pratimoksha ainsi que les chapitres de discipline euh, ont été bien établis probablement une centaine d'années après le parinirvana du Bouddha. Et aussi, donc, dans la façon dont la communauté monastique s'organisait, il y avait une partage des tâches. Donc, très tôt, euh, il y avait dans la Sangha, en fait, des spécifications, des spécialisations. Il y avait par exemple ceux qui étaient experts dans les sutras, ceux qui étaient experts dans le Vinaya, ceux qui prêchaient le Dharma, euh, ceux qui détenaient le Dharma. Euh, donc donc cette répartition des tâches, elle se fait pas seulement parce que c'est extrêmement difficile pour une seule personne de pouvoir rassembler toutes ces compétences. Et ainsi, donc très probablement, très tôt déjà, dans la répartition des tâches, eh bien, par exemple, toi, un tel, tu vas te concentrer sur, pour devenir expert en sutra, toi, tu vas te concentrer plus sur pour devenir expert en vinaya, toi, plus sur les tâches qui vont te permettre de prêcher le dharma, toi, plus sur les tâches pour détenir ces dharmas, etc. Ainsi, très tôt déjà, en raison de la richesse des enseignements du Bouddha, donc très tôt, il y a dû avoir cette répartition des différentes tâches au sein de la communauté monastique qui fait qu'apparaissent différents experts ou différentes fonctions. Donc certains prêchent le dharma, d'autres sont plus dans le vinaya, etc. Mais ceci dit, il, simplement en s'appuyant sur les écrits, donc simplement entre la période où a eu lieu le premier conseil et donc la première action de préservement des enseignements du Bouddha sous forme écrite, et comment nous connaissons de nos jours la corbeille du sutra et la corbeille du Vinaya, simplement en nous basant sur les écrits, c'est extrêmement difficile, pour les raisons qu'on a évoquées. Néanmoins, on peut penser euh, que donc ces compilations ont été faites vers la fin du bouddhisme originel, de cette époque qu'on appelle le bouddhisme originel. Donc, probablement une centaine d'années après le parinirvana, euh, une centaine d'années après le parinirvana du Bouddha, probablement donc on a ces compilations. Et cependant, donc, lorsque la communauté monastique du bouddhisme originel, donc à la fin de cette époque originelle, se divise en l'école Mahasamjika et Staviravada, Mahasamjika et Staviravada. Donc ça se produit à peu près une centaine d'années après le parinirvana du Bouddha. Et donc, en raison de cette première division distincte dans l'école du bouddhisme, dans le bouddhisme, eh bien, la transmission également se fait avec cette division. Et à la fois, donc, l'école Staviravada et Mahasamjika
très rapidement, chacune de ces deux écoles connaissent également des conflits internes, si bien que apparaît euh, ce qu'on connaît comme étant les 18 écoles du bouddhisme. En fait, au départ, il y a la communauté du Bouddha se divise distinctement en Mahasanghika et Sthaviravada, donc deux écoles distinctes. Et rapidement, ces deux écoles distinctes, en raison de leur propre euh, division interne, euh, fait apparaître les 18 écoles du bouddhisme. Et donc, ce qui se passe, c'est que chacune de ces 18 écoles, eh bien, continue à sa façon la transmission de la corbeille des sutras et la corbeille du Vinaya. Donc, c'est comme à partir d'un enseignement mère, il y a plein de divisions. Et puis, chaque école, chacune de ces 18 écoles disent c'est ma corbeille du sutra, c'est ma corbeille du Vinaya, ou c'est ma version du Pitaya, du Sutra Pitaka, c'est ma version du Vinaya Pitaka. Euh, et chacune de ces écoles vont donc adapter d'une certaine façon ces corbeilles de sutra et de Vinaya euh, par rapport à leur entendement. Et parmi, donc, de nos jours, les différentes écritures de ces corbeilles du Vinaya et des sutras, on en retrouve notamment préservées en pali au Sri Lanka et d'autres qui ont été ramenées en Chine, qui ont été traduits en chinois. Et ainsi, c'est comme ça que de nos jours, on connaît ce qu'on appelle les corbeilles la corbeille du sutra et la corbeille du Vinaya. Donc, de nos jours, tel qu'on connaît la corbeille du sutra et la corbeille du pitaka, la corbeille du sutra et la corbeille du Vinaya, pitaka ça veut dire corbeille, pardon. Euh, donc, tel qu'on connaît de nos jours, donc ces deux corbeilles ont connu un long processus de transformation par rapport au moment où donc, ces deux corbeilles sont apparues. Comme on a dit, donc probablement vers la fin du bouddhisme originel, la corbeille du sutra telle qu'elle existait à la fin du bouddhisme originel. Donc à l'époque, on ne les appelait pas encore corbeille du sutra et corbeille du Vinaya, c'était compilation des sutras, compilation du Vinaya. Mais ensuite, avec le développement du bouddhisme et l'apparition des différentes écoles, eh bien, chaque école arrange à sa façon ses compilations des sutras et Vinaya. Et donc, nous, l'héritage qu'on a de nos jours, ces corbeilles du sutra et du Vinaya, elles viennent de l'époque qui suit le bouddhisme originel, l'époque des écoles philosophiques. Et par conséquent, par rapport aux traces écrites que nous avons, comment faire pour distinguer comment étaient les compilations des sutras et Vinaya à la fin du bouddhisme originel et donc ces corbeilles telles que nous les connaissons de nos jours. Mais néanmoins, par rapport aux différentes écoles, on peut penser qu'il y a eu beaucoup de changements, de variations. Bon, quoi qu'il en soit, donc c'est bien qu'on ait pu commencer les enseignements cette année. Bon, l'année dernière, nous n'avons pas pu faire ces enseignements d'été, pas besoin d'exposer les raisons. Mais là, on a pu commencer, donc c'est un soulagement, parce que donc, comme on dit, à partir du moment où on a commencé, c'est 50% du travail qui est fait. Donc, on a commencé, et puis donc le reste, ça va pouvoir se dérouler. Et je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Demain, c'est jour de repos et on reprendra après-demain.